l'homme noir, plutôt africain. Pour notre province, la présence du mouvement kimbanguiste remonte depuis les primeurs de la lutte pour l'émancipation du peuple angolais, pour l'indépendance à la fin de la décade de 50, avec l'implémentation du révérend Domingos Alexandre Koch dans le village de Mongovunda, dans l'actuelle commune de Sanzapombo, à l'est de la province de Ouiche, motif pour lequel il a été emprisonné pendant un temps relativement long. Avec la reconnaissance du kimbanguisme par le gouvernement portugais, à travers le décret numéro 504/74 du 18 novembre, le révérend Domingos Alexandre Koch a transféré l'église pour le quartier de Condombe Novo, principal centre d'évangélisation de la province. Et depuis ce local, l'église sera alors étendue jusqu'à Luanda et conséquemment à travers tout le territoire de l'Angola. Avec l'indépendance du pays en 1975, le révérend est revenu pour requérir auprès du gouvernement légitime de l'Angola qu'il lui soit cédé dans un temps pas très long, dans une échéance relativement brève, la reconnaissance à travers le décret exécutif numéro 9/87 du 24 janvier. Pourtant, l'Église kimbanguiste est notre partenaire depuis très longtemps, que ce soit dans le domaine de l'évangélisation, que ce soit dans le domaine des activités socio-économiques et culturelles de la province et du pays. L'Église kimbanguiste n'a jamais cessé d'être à nos côtés pour nous aider à accomplir toutes ces différentes tâches. Mais, une fois, pour terminer, j'émets le vœu que le peuple de Ouiche, et c'est le vœu également du peuple de Ouiche, que les débats soient fructueux et que les conclusions contribuent pour la réconciliation des fils de Dieu et de Simon Kimbangu. Haute et considérable estime. Que vive le Congo, que vive la province de Ouiche, que vive l'Angola, gouvernement de la province de Ouiche, le 24 juillet 2011, Docteur Paulo Pombolo, gouverneur de la province. Je vous remercie. Merci, monsieur l'interprète. Voilà. Le protocole me fait savoir qu'il y a une information très importante qui attend les conférenciers à l'extérieur. Alors, le président des séances va distribuer la parole pour 2-3 minutes et puis nous allons laisser sortir l'éminence. Vous avez la parole, monsieur. Bon, on a 3 questions. Je crois qu'on peut demander aux intervenants d'essayer de les répondre très rapidement pour que nous puissions sortir, reprendre la session l'après-midi après le petit déjeuner.
Bon, mais très rapidement sur l'aspect de l'existence de la diaspora, qui est justifié par deux raisons, vous m'avez dit, faire de l'évangélisation et chercher des fonds pour la construction d'un Kamba. Moi, ce que j'ai fait dans mon exposé, c'est de vous décrire tout simplement les faits bruts tels que je les ai observés et surtout construire un texte à partir de ce qu'ils m'ont dit. Alors, jusqu'à présent, puisque ça fait quand même une dizaine d'années d'existence de cette église au Canada, ils disent qu'ils ne font pas de l'évangélisation tapageuse. Eux, c'est par le comportement parce que, disent-ils, l'équimanguisme touche le cœur intrinsèque de la personne humaine. Alors, c'est pas à moi de définir les stratégies d'évangélisation de ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui savent, c'est finalement eux qui doivent déterminer quelle stratégie, quelle modalité ils vont mettre en place. C'est pas à moi de définir ça à leur place. La deuxième raison, chercher des fonds pour la construction d'un Kamba, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, écoutez, au Canada, les églises sont considérées comme des entreprises qui doivent faire de l'argent. Que ce soit même les universités, tous ces entreprises-là fonctionnent avec la logique business. Comment ils vont s'y prendre? Moi, je n'en sais rien. Jusqu'à présent, ils disent qu'ils vivent des contributions de membres, des cotisations de membres, ce qui leur permet de faire un certain nombre d'activités. Alors, encore une fois, c'est à eux de chercher ce fonds, si vous voulez qu'ils en cherchent, c'est à eux de chercher des fonds par des moyens qu'ils savent qui sont disponibles, ou alors de chercher des subventions, et encore faut-il les justifier, ce à quoi ils vont être affectés. C'est simplement ça. Moi, je ne veux pas m'avancer sur de terrain avec des spéculations, je voulais simplement apporter de faits bruts tels qu'ils se vivent sur place. C'est tout ce que je peux dire en ce qui concerne la question de l'évangélisation et surtout de la recherche de fonds pour la construction d'un Kamba. Cette responsabilité leur revient à eux. C'est eux qui doivent déterminer les stratégies à mettre en place, soit pour l'évangélisation, soit pour la recherche de fonds. Juste une petite contribution à la question du professeur Bioya. Quel est le but de cette conférence? Est-ce que c'est pour raffermir la foi des fidèles ou est-ce que c'est pour contribuer à trouver des solutions aux problèmes que l'Église traverse? Je ne suis pas de l'organisation, mais ma lecture des documents qui nous avaient été envoyés pour préparer les communications me montre que ça peut se situer à ces deux niveaux. Le raffermissement de la foi par les fidèles à travers cette conférence passe, à mon avis, à travers une meilleure compréhension de l'homme, de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Tout en n'étant pas kimbanguiste, je ne suis pas sûr que tous les kimbanguistes connaissent dans la profondeur des choses ce que le prophète a été. Et donc, à mon avis, en écoutant justement son parcours, ses œuvres, etc., on peut arriver à raffermir sa foi à son Église. Mais il y a la deuxième dimension aussi, et ça c'est justement ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Nous sommes là aussi, au service de l'Église, pour justement nous jeter dans l'eau, voir ce qui pourrait permettre de pérenniser cette œuvre, de mondialiser cette œuvre. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut voir comme contribution. Et je pense que si on ne l'a pas compris jusque-là, à mon avis, on aura eu du mal à réussir cet exercice. Juste pour terminer, la question de la contribution des migrants, mais voilà, justement, c'est sur ça que je travaille. Professeur Kaloulambi, c'est justement ce travail que nous devons réaliser. Quelle est la contribution des migrants kimbanguistes à la construction d'un Kamba? C'est sur ça que j'ai travaillé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien.
Il n'y a pas de données qui vous montrent, par exemple, quels sont les transferts monétaires que les fidèles kimbanguistes font à la direction de Kamba, quelles sont les réalisations sur terrain en Kamba même que les migrants ont fait, comme je l'ai dit pour Touba, où chaque mouride, où qu'il soit, dans les rêves, c'est avoir une maison à Touba. Je crois que le but, c'est justement non seulement savoir ce qui a été fait, mais également stimuler ces migrants en leur disant, mais c'était une des missions pour lesquelles vous avez été envoyé à l'étranger, jusqu'où vous la remplacez cette mission-là. Et c'est ces champs de recherche qui commencent. Et pour le moment, on ne peut pas aller plus loin. S'il y a des données, ben, tant mieux, on va les analyser, on va les avoir et on va avancer. Vous me donnez du courage à poursuivre ma recherche. Voilà. Monsieur le Président, cette grande salle a effectivement des grands problèmes. Et donc, il y a quelqu'un qui voudrait intervenir avant d'aller à la pause pour une délicatesse. Et donc, nous demandons à Maître Montanan de prendre la parole pour 1 minute. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. J'interviens en rapport avec une question que je considère que c'est resté ouverte à la suite de l'intervention du professeur qui parlait de l'Église au niveau du Canada et à la suite des différentes réponses que nous avons récoltées. Monsieur le Président, je considère que l'analyse sur le kimbanguisme de 1921 ou l'évolution du kimbanguisme de 1921 est différente d'aujourd'hui, depuis 1960 à ces jours. Parce que de 21 à 60, il y avait la clandestinité et le kimbanguisme s'analysait sous forme d'un mouvement. Mais depuis un certain moment, le kimbanguisme doit être analysé dans une structure appelée Église kimbanguiste. Et donc, aujourd'hui, si nous devons étudier le kimbanguisme, nous devons l'étudier dans le cadre structurel. Et moi, j'attendais voir le professeur, dans son analyse, nous démontrer qu'effectivement, l'expansion de l'église kimbanguiste au Canada suit la forme structurelle telle que déterminée par ces statuts, parce que, voulu ou pas, celui qui s'est dit kimbanguiste, et pour faire l'analyse du kimbanguisme, il faudrait prendre ces documents statutaires, comme pour toutes les églises, pour savoir comment cette église s'installe ailleurs, comment ça fonctionne au regard des statuts, pour insister sur le seul fait que la seule source d'impulsion, c'est le siège international qui se trouve en Kamba, et que tout le monde qui se considère comme kimbanguiste se réfère à ces statuts. J'insiste sur cet élément parce que je me dis la source d'information n'a pas été prête à donner au professeur tous les éléments nécessaires. Parce que j'ai consulté tantôt celui qui est le responsable de l'église au Canada, il ne reconnaît pas avoir donné une information au professeur. Peut-être ces informations pouvaient permettre au professeur de nous déterminer le cadre normal de l'évolution, de l'expansion de l'église. Parce que, bon, les éléments que vous avez donnés ne rencontrent pas la réalité de l'expansion, de l'évolution de l'église au niveau du Canada. Voilà un peu la précision. Et comme les éléments que le professeur vient de nous dire, la construction d'un camp, effectivement, si vous aviez rencontré le responsable de l'église qui est au Canada, il allait mettre à votre disposition le mécanisme de l'évolution, les mécanismes, la contribution de fidèles kimbanguistes de l'extérieur dans la construction des Kamba. Donc je me dis la question n'est pas ouverte, mais le professeur ne l'a pas abordé de fond en comble parce qu'effectivement, il est tombé sur des sources qui n'étaient pas prêtes à lui donner toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, je pense que nous allons sortir bientôt, mais le professeur Kabengele est très intéressé. C'est ça la science. Peut-être que c'était une provocation scientifique,
Maintenant, il va essayer un peu de nous apaisantir. Pour 1 minute également, professeur, excusez-moi. J'ai compris très bien sur le terrain et le terrain vers lequel il veut m'emmener. Moi, mon problème n'est pas de ce côté-là, cher monsieur. Mon problème n'est pas de ce côté-là. Mais où est-ce qu'il est parti? Ah, il est là. Alors, mon problème n'est pas de ce côté-là. Je vais vous dire tout simplement que voilà, très brièvement, vous n'avez pas cité les noms de gens. Vous n'avez pas cité les noms de gens, mais j'ai fait quand même cet effort-là de rencontrer les gens qui ont commencé ce mouvement au Canada. D'abord, il y a la première génération, si c'est votre source d'information, je veux le dire. La première génération, c'est la génération de papa Land et Velouzi, qui ont chacun créé la communauté culturelle kimanguiste et l'église du Christ sur la terre par Simon Kimang. Deuxième génération, ce sont les jeunes kimanguistes, à la tête desquels se trouvent maintenant les qui sont lesquels. Vous voyez? Alors moi j'ai contacté les 3 groupes parce que ce sont ceux-là qui existent et je ne suis pas entré dans les problèmes de détail qu'il y a au sein de ces différents groupes. Il y en a 3, pour votre information. Donc, je ne suis pas entré dans les détails là. Quant à leur rapport avec peut-être un cas, je ne suis pas entré même dans ce débat-là parce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont déjà travaillé là-dessus, qui ont écrit des textes assez fameux. Je crois que assez brièvement, c'est ça que je peux dire, mais s'il manque certainement une dimension que là, il faut que je le reconnaisse, bon, les textes auxquels vous faites allusion, qui sont ici de la structure de l'Église, bon, je peux bien les avoir, ça m'aidera, mais mon souci premier dans ce travail, c'était de montrer la reproduction de la structure, la reproduction du modèle kimanguiste au Canada. C'était ça. Je m'arrêtais là-bas, comment il relocalise les pratiques, comment il relocalise la mémoire kimanguiste, comment il relocalise l'ordre spirituel et l'ordre ecclésiastique. C'était ça tout simplement, une description brute comme ça pour voir comment ça fonctionne. Alors, toutes les questions qui sont au-delà, non, ça ne m'intéressait pas, ce n'était pas ça ma préoccupation. Voilà, le professeur s'est défendu, mais pour l'information du professeur, maintenant que vous êtes à la source, et je vous informe que dans cette salle, il y a le représentant de l'Église kimanguiste au Canada qui peut être à votre entière disposition pour d'autres informations. Merci, professeur. Cela dit, je sollicite aussi la compréhension du professeur président des séances. S'il a un mot à dire, comme ça nous allons demander aux amis de vider. Ça fonctionne. Bon, une grande question m'a été posée. Je ne crois pas que j'aurai le temps pour spéculer là-dessus. Il s'agit de savoir si les religions d'origine africaine au Brésil ont un rôle dans la transformation de la société, dans le développement de la société. Je vous disais tout à l'heure dans mon exposition que les religions d'origine africaine ont eu un rôle très important dans le processus de la résistance identitaire des Noirs au Brésil. C'était autour de la religion que se sont organisés tous les aspects culturels de la résistance et toute la définition de l'identité de la résistance partent justement de la religion comme le noyau le plus dur de la résistance. Si aujourd'hui les Noirs, les Brésiliens, les Afro-descendants réclament leur position dans la société, ils partent justement de cette résistance qui s'est faite grâce au rôle de la religion. Ce ne sont pas des religions prosélytiques, ils n'ont pas bâti des grandes écoles, des universités comme les religions africaines, américaines aux États-Unis, comme l'église kimbanguiste, sont des religions qui ont un caractère familial,
familiale où s'est conservée, disons, l'image de la famille africaine, des religions où circulent les idées de diversité, et les religions où il y a où il y a une grande émancipation, une égalité entre les hommes et les femmes, parce que les sacerdoces des régions africaines au Brésil et à l'Orisha ont le même statut plein de sacerdoces comme les hommes, qu'on ne trouve pas dans d'autres religions. Au point de départ, c'est déjà un modèle d'émancipation pour les droits de la femme dans la société brésilienne. Évidemment, la voix des responsables de ces religions est toujours présente, et elle se mêle à la voix du mouvement nègre qui réclame cette transformation dans la société. Comme je le disais, le noir est vraiment sous-représenté dans tous les secteurs de la vie nationale brésilienne. Et cette lutte, il y a des auteurs qui parlent de la deuxième émancipation du noir au Brésil, de la deuxième abolition de l'esclavage, parce que les noirs n'ont pas encore tous leurs droits dans la société brésilienne. Mais ils n'ont pas la force, et on doit avoir le courage de le dire, la force que l'église Kimbangis ou les églises africaines américaines aux États-Unis ont eu ou ont, et justement ça a à voir avec le modèle du racisme brésilien qui passe par l'idée de la démocratie raciale, l'idée selon laquelle nous ne sommes pas racistes, nous n'avons pas de préjugés raciaux en relation aux Noirs, notre problème c'est seulement un problème social, ça a inhibé vraiment, disons, la lutte du Noir dans la société brésilienne. Mais la religion a un rôle important, a eu un rôle important, mais un peu inhibé par le modèle brésilien des relations raciales. Très dernièrement, ils ont été objets des attaques des religions évangéliques, où les dieux africains ont été diabolisés, démonisés, il y a eu des conflits, des procès en justice. Donc ce sont des religions qui souffrent aussi bien que tous les secteurs noirs du Brésil à cause justement du modèle raciste brésilien. Voilà, merci. Bon, nous allons faire une pause. C'est l'orchestre philharmonique qui va pendant ce temps agrémenter. Et après la pause, ce sera le professeur Bioya qui va intervenir, le professeur Eduardo França Paiva également, et le professeur Dr Labanala Sayabar, et puis nous aurons Dr Rémi, pardon. Il y aura encore une pause, Olivier Biena et Ivan. Comme vous le savez, la clôture c'est pour demain. Ceci dit, nous demandons au protocole de pouvoir sortir le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis, Papa Simon Guimon Kiangani, qui sera suivi par la famille, et nous tous nous serons. Nous allons, par politesse, nous lever pour sortir l'excellence, son éminence, pardon, et qui sera accompagné du vice-ministre de la culture de l'Angola. La délégation de son éminence sera suivie par les professeurs conférenciers. Les professeurs conférenciers vont suivre pour nous retrouver de l'autre côté où nous avons l'habitude de recevoir les informations les plus importantes. C'est de l'autre côté. Les professeurs conférenciers et autres chercheurs, nous allons, et nous autres enfants de la maison, nous restons sur place. Peut-être qu'il y aura encore une autre information pour nous, ici sur place. Sinon, nous prenons de l'air